Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Art, Culture et Patrimoine. Aujourd'hui, à la suite de toutes les émissions qu'on a vues précédemment, donc à travers l'exposition qu'il y a eu à la Station des Arts, à travers le Jour du souvenir avec M. Claude Nadeau de la Légion canadienne, on va s'intéresser aux collections. Donc, l'exposition s'est faite grâce à plusieurs collectionneurs, dont je voudrais remercier M. Guy Tambré, M. Ghislain Hamel, la Société historique de Disraeli, Mme Maureen Small du Mégantic County Development Community, ainsi que l'ensemble de la communauté anglophone qui nous a fourni d'ailleurs beaucoup de photos de soldats. M. Ronald Turcotte, Mme Beverly Nicole Penhale, le Centre d'archives de la région de Thetford Mines, la Station des Arts et M. Gaston Bernier. Et je ne pourrais passer sous silence aussi la participation et l'aide d'un grand collectionneur qui est notre invité aujourd'hui, donc M. Guy Toupin, ancien conservateur du Musée de la Civilisation. Bonjour, M. Toupin. Bonjour, mon cher. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on parlait de l'exposition, on parlait du centenaire de la Première Guerre mondiale. On entame en fait, je dirais, les festivités. Pratiquement, selon certains, on appelle ça des festivités. Donc pendant 4 ans, on va entendre parler de ce conflit. Vous êtes allé visiter l'exposition qui a eu lieu à la Station des Arts, donc du 30 octobre au 30 novembre 2014 dernier. Vos commentaires un peu par rapport à cette exposition, on n'a pas eu le temps d'en jaser beaucoup. Mes commentaires. Premièrement, il faut dire qu'une exposition, c'est toujours une aventure. Et comme on est en région, souvent, on a de la difficulté à avoir des objets. Dans l'exposition, on avait beaucoup de documentation. Et une documentation pertinente d'un bout à l'autre. Un peu moins d'objets, disons, stratégiques, parce que c'est plus difficile, mais même exposer des armes à feu aujourd'hui, c'est d'une complexité fantastique. Mais ça reste que c'est une exposition, c'est un beau survol de toute la période de guerre. Il y avait des objets, quand on prenait le temps de s'y attarder, il y avait quelques petits objets fort intéressants et intrigants dans votre expo. Et j'espère que les gens ont apprécié. Ah, je l'espère tout autant aussi. Et justement, donc on collectionne, on parle des collections. Vous avez travaillé dans des collections toute votre vie en tant que conservateur de musée. Pourquoi collectionne-t-on? Un peu, c'est quoi, j'appelle cette maladie-là, en fait? Souvent, on dit qu'on est tombé dedans jeune. Ou... Pourquoi collectionne-t-on? Pourquoi collectionne-t-on? Il y a différents types de collectionneurs. C'est la première des définitions qu'on peut faire. Je serais peut-être un moins bon collectionneur que les autres parce que je vais plutôt ramasser pour faire des expositions. Fait que moi, c'est pas... c'est plus de ce côté-là que je regarde, mais un vrai collectionneur va s'attarder à une période précise, comme on parlait du temps de guerre. Bon, il y a des grands collectionneurs de cette période-là. Pourquoi? C'est parce que ça a marqué énormément la société. La Première Guerre mondiale a vraiment bouleversé le Canada à jamais, a changé l'aspect social, économique et politique. Et ce fait-là a pour suite un paquet d'objets. Et les gens vont essayer de les documenter, vont essayer d'en collectionner une série. Le problème là-dedans, c'est toujours les séries. De compléter. De compléter les séries. Parce que quand il manque un morceau, ça ne fait pas une série. Puis c'est toujours une complexité. Bien, on le voit ici un petit peu là, avec les médailles à notre présence. Donc, les médailles françaises, médailles canadiennes. On voit d'ailleurs que les Français se sont beaucoup félicités, je pourrais dire, pratiquement, par rapport aux médailles canadiennes. Parce que les médailles françaises, il faut dire qu'il en manque quelques-unes d'ailleurs. Oui, mais les Français, en passant, là, les Français ont une culture militaire que nous, on n'avait pas. Fait que nous, la majorité des médailles, on se résume à 3 pièces.
Quelquefois avec des choses d'honneur, des certificats d'honneur qu'on donnait. Mais en fin de médaille, c'était à peu près la majorité, et c'est là. C'était assez limité, en effet. Même lors de la Deuxième Guerre, on arrive à 6 médailles. Mais on ne dépassera jamais les Français. Non, en fait, on est resté aussi dans l'Empire britannique. On a eu un peu les mêmes mentions d'honneur que les Britanniques, en quelque sorte. Effectivement. On était sous leur influence. Bien sûr, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Ramasser un objet, c'est intéressant, mais encore faut-il le documenter. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a. Là, les archives, c'est un peu l'essentiel pour ça, en fait. C'est plus que ça, même les archives, c'est le trésor. C'est vraiment le point d'aboutissement d'un document ou d'une pièce. Là, tu dis, j'ai une pièce, mais elle servait à quoi? La belle qualité d'un collectionneur, c'est sa documentation. C'est pas juste les objets. Les objets peuvent être intéressants par eux-mêmes, etc., mais un objet anonyme, ça restera toujours un objet plus ou moins intéressant. Un objet documenté, à qui a-t-il appartenu, il a servi à quoi, pendant quelle période, ça donne un intérêt, puis ça lui donne un peu un curriculum vitae. Dans le fond, la documentation d'un objet, c'est son curriculum. Et plus son curriculum est étoffé, si vous avez des photographies, c'est le summum. Complété. Mais il faut le faire. Il ne faut pas juste ramasser, il faut documenter des objets. Mais c'est souvent pour ça, on dit dans les familles, lorsque les grands-parents vont vous donner un objet, que ce soit le vase de la grand-mère, ou moi je prends dans mon cas, mon arrière-grand-mère a passé le plat de mariage à ma grand-mère, qui l'a passé à ma mère, et j'en suis l'héritier jusqu'à présent. Donc, de le documenter, moi je sais qu'il vient de mon arrière-grand-mère, mais ça va avoir un plat comme ça dans le vaisselier, sans information, sans pourquoi il a été donné au mariage, des choses, c'est un peu de compléter cette idée-là aussi. Oui, puis en même temps, ça va lui donner une importance. Il est peut-être même ordinaire, le plat, sauf que le fait d'avoir une photographie de la grand-mère ou de le voir sur une photographie, sur une table lors d'un buffet ou quelque chose du genre, il donne un intérêt. Qui a donné le cadeau? Pourquoi on donnait ce type de cadeau-là, etc. Dans le fond, une pièce que tu acquiers va te prendre 10 minutes sur un antiquaire ou dans un marché aux puces. Mais le travail, il commence là. La documenter Normalement, ça peut te prendre des fois jusqu'à 10-15 jours à documenter comme il faut un objet. Mais c'est toute la différence d'un objet. Mais c'est l'importance, effectivement. Tout va se voir là. Avec vous, j'aimerais peut-être qu'on joue un petit jeu. En fait, j'ai dans le décor certains objets. Certains objets que vous avez déjà vus, que je vous ai déjà montrés lors de vos passages aux archives ou dans l'exposition. Certains objets que j'ose croire vous n'avez jamais vus. Je me sens un peu vos commentaires à chaud. Pourquoi on a ramassé ça? Pourquoi on le conserve? Pourquoi, en fait, 100 ans après la guerre, on a encore ces objets-là? Donc, si je commence juste ici, on va commencer avec quelque chose que vous avez déjà vu. Donc, un petit jeu de cartes. Donc, un petit jeu de cartes allemand. Je vous laisse le manipuler. Ramené d'ailleurs par John Jenkins Penney, l'ingénieur dont on a parlé dans l'exposition et dans les émissions précédentes. Pourquoi aurait-il ramené ce genre de jeu de cartes-là? Des souvenirs de guerre. Il faut toujours se rappeler que pendant la Première Guerre, tout le monde a fait les tranchées. Qu'est-ce qu'on faisait des tranchées? Il faut s'occuper. Il faut s'occuper, donc on joue aux cartes. Et si vous voyez la beauté et la splendeur de la lithographie de ces pièces-là, ça vaut vraiment la peine d'être rapporté. On en a eu à la Seconde Guerre mondiale aussi. Mais ça, c'est les premiers qu'on retrouve véritablement de façon quotidienne dans les tranchées. Et les gens se sont même fait des échanges. Hein, parce que l'armée britannique avait aussi son jeu de cartes. Et était un petit peu moins élaboré parce que celui-là, en plus, il y a, si ma mémoire est bonne, il y a même les marques de la Wehrmacht dessus. Oui, il y a certaines informations, oui. Effectivement, il y a les sauts... Fait que c'est le saut obligatoire pour qu'ils puissent rentrer sur le champ de bataille. OK. Parce qu'à l'époque, toute pièce doit nécessairement passer par les magasins. Okay. Donc, ce n'est pas une pièce qui a été achetée dans une boutique cadeau. Effectivement. Donc, elle a vraiment été sur le champ de bataille. Okay. C'est comme son certificat de bataille. Okay. D'où l'importance un peu de connaître tous ces éléments-là. En même temps, quand vous revenez au pays, vous avez un souvenir presque indélébile. Puis même d'ici, moi, je vois même une tranche un peu dorée sur le jeu. C'était, à l'époque, elle était vraiment à feuille d'or. C'est quand même quelque chose pour un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes d'officier.
Oui. en partant. Oui, c'est pas un jeu de cartes qui traînait Parce dans que la boue. le même jeu de cartes, on en avait un pour les tranchées, mais il est vraiment carré, c'est le classique. OK. Ça, c'est vraiment plus pour je ou dirais, gradé, les gradés de l'époque. Super. On se divertit, mais il faut survivre. Ça, c'est une pièce dont je me suis questionné longtemps à savoir qu'est-ce que c'était avant de voir donc, un miroir. Ce qui semble être une visite tranchée, si je ne me trompe pas, ou une lunette de tranchée. Une visite tranchée, tu as bien raison. C'est vraiment cette pièce-là. Et ça a sauvé bien des vies. Au lieu de sortir la tête. Et oui. Et j'avoue que c'est des petites pièces qu'on retrouve très peu. Parce que, tu vois, la formation, c'est vraiment une chose. On s'en est départi souvent vers 1916, parce que là, on avait les jumelles de tranchée. OK. Celui-là, là, c'est vraiment de 14 à 16. Les premières années. L'utilisation. Et valait mieux avoir un petit miroir pour regarder venir les choses. Parce que si je ne me trompe pas, on attachait ça au bout du canon ou de la baïonnette, puis là, on pouvait monter pour voir avec l'angle du miroir. C'est pour cette raison-là qu'on a la pince en arrière. L'attache. Et c'est... Tu sais, les gens regardent ça et disent... C'est un miroir, c'est quoi? C'est un miroir, mais ça avait une grosse incidence sur la survie des gens. Oui, parce qu'on retrouve beaucoup de gros objets, des casques. Souvent, les gens vont conserver les médailles. Les médailles font partie peut-être des petits objets qu'on conserve, mais ce genre d'objet-là, souvent, c'est un peu, comme vous dites, oublié, on le met de côté. C'est des objets utilitaires. Hein? Et donc, à un moment donné, c'est la première affaire qu'on se départit. On va plutôt ramasser des médailles. Oui. Les casques, les casques, des baïonnettes, à peu près toutes les choses, souvenirs de la guerre. Parce que ça, il n'y a rien qui indique que ça fait partie de la guerre. Effectivement, il faut connaître un peu son utilité. C'est en plein ça. Exactement. Donc, un dernier petit objet dans cette boîtier. Après ça, on va tomber un peu vers l'inédit. Ça, je vous l'avais déjà montré et je sais que vous étiez un peu étonné. Donc, un compas allemand. Encore là, une fois, ramené en fait par M. Penneil, probablement prise avec le jeu de cartes. Déjà, dans la première des choses, M. Penneil avait une certaine qualité de vie. Hein? C'est un officier. Il est officier, effectivement. Et en plus, il était ingénieur. Fait que ce type d'objet-là lui plaît. L'intéressait davantage. Sans nul doute, là, tu dis, il est revenu parce que c'était, à l'époque, les Allemands, autant au niveau des boussoles, des lentilles, des appareils photographiques, c'est les meilleurs fabricants au monde. OK. Ça donne déjà une espèce d'aperçu. Tu sais, les ingénieurs connaissaient le type de matériel. Ils connaissaient l'objet, oui, aussi. Déjà, en passant, tu te dis, impressionnant, mais de l'avoir conservé dans un état comme ça... Il semble encore fonctionnel complètement. Il est très fonctionnel. Comme je dis, la qualité à l'époque, pour ce type de pièce-là, c'est vraiment les Allemands. C'est peut-être un peu étrange à dire, mais ça peut être une pièce qui aurait ramassé sur un soldat mort, parce qu'il n'y avait pas d'échange avec les Allemands, on s'entend, là. Il y en a eu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est plus des pièces, effectivement, que tu ramasses après. Généralement, c'est ça qui... souvent, des petites pièces que même les soldats ordinaires vont négliger parce que la plupart ne savent pas s'en servir. Okay. C'est pour ça que je te dis, la qualité du fait qu'il soit ingénieur aidait beaucoup là-dedans. Mais il connaissait la qualité de l'objet, il connaissait un peu... En fait, même en tant qu'ingénieur minier, il avait déjà un peu travaillé avec les Allemands aussi auparavant, donc il devait connaître un peu leur méthode de fabrication, en quelque sorte. C'est des petites pièces avec l'étui en plus, donc c'est l'étui est rare. C'est merveilleux qu'il soit encore conservé comme ça. Et on tombe un peu dans la talle que vous ne connaissez pas, et là, on va s'amuser un peu. Si je vous montre ceci. Le briquet de tranchée. Je dirais que elle a servi à plusieurs choses, autant la cuisine que le briquet pour on se passait d'un bout à l'autre de la tranchée. Il y avait une corde, on l'attachait, on se le passait. Parce que les allumettes, les tranchées, oublie ça, la boue, etc. Et ça, c'était fait à partir d'une douille. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est un peu ce qu'on appelle l'art de trancher. C'est l'art de trancher et c'est ce qui en fait une pièce super intéressante.
C'est unique aussi, on s'entend. C'est unique. Des briquets, il y en a probablement eu plusieurs, mais il n'y en a jamais un pareil. Il n'y en a jamais un pareil. On l'adapte. Justement, ça dépendait de l'utilisation que le gars avait décidé d'en faire. Il y en avait des plus petits, mais celui-là, c'était vraiment pour passer d'un à l'autre. Passer d'un à l'autre. Si on regarde, en fait, par rapport à une douille, ben là, en fait, la grosseur de la douille est différente, mais on est vraiment parti d'une balle de ce type. Moi, j'en ai déjà vu un dans un type de balle comme celui-là. OK, un plus petit. Plus petit, à la moitié. Ça, c'était individuel. Tandis que celui-là, là, il servait vraiment pour tout le monde. OK. C'était vraiment la petite pièce là, que les gens se fabriquaient sur place avec un art. Tu sais. Et puis, c'est le fun parce qu'à la lumière, on voit un seau sur le dessus. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, vous. Oui. On a vraiment un seau. Bien, c'était les anciens seaux. Quand vous le chauffez, vous mettez un seau dessus, vous le frappez. Ah, OK. J'avais pas remarqué quand vous l'avez penché, effectivement. Le cuivre est à basse chaleur. Et du moment qu'il est chaud, vous pouvez étamper des choses. Il aurait pu étamper n'importe quoi. Superbe. Ah, une pièce de résistance. Moi, je vais vous avouer, je suis un peu tombé sur le dos lorsque j'ai vu ceci. C'est un canif allemand avec... Celui-là, c'est plus qu'une pièce rare, ça. Là. Vraiment. Oui, ça, vraiment, moi, Écoutez, tous les pièces que vous avez jamais vues, que je vous montre, proviennent du grand-père de Mario Lavoie, donc qui est directeur ici à la télévision communautaire. Donc, son grand-père, Félix Lavoie, a fait la Première Guerre mondiale. Et M. Lavoie me contait justement que son grand-père avait été blessé 3 fois au champ de combat et avait demandé toujours à retourner. Et il est retourné sous 3 bataillons différents. Donc, c'est des objets qu'il a rapportés. Donc, on parlait de M. Penel rapportant un jeu de cartes, tout ça, mais regardez, un soldat rapporte... mais vous voyez, 1914-1915, c'est la pièce maîtresse de chaque soldat, parce qu'on mange avec ça. On fait tout? C'est pas compliqué, là. Tout est fait à partir de ça. Et ça, c'est des petites pièces qu'on voit dans les catalogues. Qu'on voit juste dans les catalogues. Qu'on voit juste dans les catalogues. En Europe, il y en a certains encore en circulation, mais ici au Québec, là, je pense que c'est le premier que je vois en nature. C'est vraiment assez rare, effectivement. Puis il est de très bel état. Puis, Très bel état, puis vous voyez la solidité de la pièce. Hein? C'est fait pour véritablement être rangé. Et on me disait que la devise dessus, c'était, je me rappelle bien, c'était beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. C'est en plein ça. Sensiblement comme ça. Et vraiment, là, c'est une pièce qui fait plaisir à voir. Oui, c'est toujours intéressant. Si on continue, regardez, on va la vider, mais on va la regarder par après. Ça, donc, une plaquette d'identification, ce qu'on appelle un dog tag, donc la plaquette militaire d'identification. C'est intéressant parce qu'il l'a ramené, c'était dans les objets de M. Lavoie aussi, il a ramené une petite plaquette française et c'est complètement une plaquette allemande. Donc, il l'a gardé en quelque sorte en souvenir. Ici, c'est Joseph Lefranc. Et c'est même écrit 1897. Donc, probablement que le soldat français en question s'était effectivement enrôlé à Lille en 1897. Et vous, en allemand, donc, je ne vous ferai pas pratiquer votre allemand. Non, mais je te remercie. C'est quand même intéressant aussi qu'on conservait ce genre d'objets-là sur les soldats encore. Mais ça, c'est des pièces qu'on non plus, on ne prenait pas le temps de ramasser. On prenait le couteau, on prenait la baïonnette, on prenait la casquette, on prenait des... On prenait les choses, mais ça, là, c'est vraiment des petites pièces, là. Vraiment, s'était attardé à ramener des pièces un petit peu particulières, parce qu'on les trouve pas. Les choses d'identité avaient été ramassées directement sur place. Bien, c'est directement... Normalement, tu ramènes pas ça. C'est assez particulier. Un objet que moi je trouve intéressant, une genre de petite bouclette de ceinture. Mais moi, c'est l'image dessus qui me frappe, puisque, à ma connaissance, on ne connaît pas d'image de ce qu'on appelait la grosse Bertha. C'est appelé ça, c'est une pince. Une pince à ceinture? C'est des pinces à ceinture. Des pinces à ceinture. Oui. Et c'est vraiment la grosse Bertha. Vraiment à l'étang de la grosse Bertha. Parce que c'était supposé devenir l'arme ultime de l'armée allemande pour décourager les forces alliées. Mais ils ont bombardé Paris avec la grosse Bertha. Avec la grosse Bertha et le faux Paris aussi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça, oui. Parce que les premiers coups ont atteint Paris, mais après ça, ils se sont vite ravisés et les Alliés ont fait un faux Paris.
Et la Grosse Bertha tirait au moins la moitié de ses provisions sur le faux Perry. Le faux Perry. C'est quand même étonnant. Mais c'était vraiment, à l'époque, une écusson, ça non plus. C'est un peu l'emblème de l'Allemagne. Là, C'est l'emblème, ça c'est l'ultime. Le canon pesait 68 tonnes. Je me rappelle, je crois que c'était des obus, quelque chose comme 2 tonnes, les obus. C'était immense. Mais juste le canon, parce que c'était monté sur rail, et l'ensemble devait peser, je pense, une affaire comme 160 tonnes. Ah, c'est immense. Et quand il tirait, il y avait un recul de 800 mètres. 800 mètres, c'est presque un kilomètre de recul. Et le canon n'a pas subsisté à l'Allemagne? Non. Finalement, disons qu'il y a eu des ratés un peu dans leur canon. À la fin, après une centaine de coups, l'usure était telle qu'il était plus capable de contrôler. OK. C'était rendu impraticable. Parce que c'est une tonne de poudre. C'est incroyable. C'est la quantité. Mais ça, là aussi, ça, c'est des pièces. Ça donne un peu aussi une idée de l'approvisionnement qui était nécessaire, les munitions, la poudre. Je me dis, les oreilles à côté de ça, quelqu'un qui tire sa clenche, que ça parte, là. 10 à 12 000 coups de canon par jour de chaque côté. C'était une journée ordinaire. On s'agace un peu. Il faut penser à l'approvisionnement qui se faisait par les hommes. À cheval. À chevaux aussi, etc. Là, c'est impensable. Et bon, maintenant qu'on a vidé la petite cantique, on ne pourrait pas en faire abstraction, je sais, tantôt vous l'avez regardé. La cantique et son intérieur aussi, c'est son ustensile. Et on a même aussi la poignée. Ça aussi. Moi, personnellement, je trouve ces petites pièces-là ravissantes. Parce que la cantine, c'est véritablement l'objet qu'on traîne avec soi, parce que si on ne l'a plus, on est mal pris. C'est l'utilisation de tous les jours. Là, on est obligé de prendre son chapeau. Mais ça, là, c'est... Encore une fois, c'est des objets tellement ordinaires que normalement, on ne serait pas supposé avoir ça ici. On les laissait sur le champ de bataille. Ben oui, c'est écoute. Puis en plus, vous aviez la poignée pour le faire chauffer. C'est incroyable. C'est vraiment des petites pièces. Il faut dire que ces gens-là se nourrissaient tous les jours avec ça. Oui, c'était on mange dedans. C'est notre chaudron, on mange. C'est le chaudron, fait que la vaisselle n'est pas compliquée à faire. Là. Hein? Non. C'est soit la cuillère. Et ça reflète, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça reflète vraiment la période. C'est que même les civils avaient très rarement des couteaux. Tu avais un couteau par table, mais tu avais toujours une cuillère et une fourchette. Puis la cuillère, si vous remarquez la largeur du cuilleron, c'est vraiment pour manger à peu près de tout. On coupait avec quoi? On coupait avec la cuillère. Avec la cuillère, directement? Directement, parce qu'à l'usure, elle devient tranchante. OK. Et on coupe, puis c'est presque tout du ragoût, des sauces. Des trucs en sauce, en bouillie, un peu. Fait que pourquoi on n'a pas de couteau la plupart du temps? C'est pour cette raison-là. OK. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on n'en avait pas besoin. Non. C'était les ustensiles maîtresses de l'époque, c'est la cuillère et la fourchette. La cuillère et la fourchette. On se contente de ça. C'est des sacrées belles petites pièces. Superbe. Et bon, on ne pourra pas en parler, en fait, rapidement. C'est beau, tous ces objets-là, il faut les traîner encore. Et oui. Et on a le sac, encore là, le sac de M. Lavoie. En fait, tout m'a été apporté... dans ce fameux sac, quand même une toile assez épaisse. Pour l'époque, oui. Pour l'époque, je veux dire, moi je pense toujours aux uniformes, au tissu, quand ils mouillaient dans les tranchées. Donc, c'est assez lourd. C'est des petites pièces, là. Dans le fond, tu traînais ta vie là-dedans. Tu traînes tout. C'était pas compliqué, là. Tu traînais tes souvenirs, mais tu traînais aussi tes munitions, tu traînais ta bouffe. Sans ton sac, tu n'existais plus. C'est vraiment l'ensemble, tout ce Et ces pièces-là, souvent, ont été tellement utilisées ils sont toutes déglingués. Ils ont souvent été réutilisés justement pour autre chose par la suite. Mais après, la plupart des gens en Europe s'en ont servi comme jupissière. Il y a la chasse, les lièvres, lapins, etc. Dans le sac. Mais ça, c'est des petites pièces là, qu'on n'a pas souvent la chance de voir. En bon état, quand même. On voit que les boutons étaient modifiés pour les solidifier, mais il n'est pas troué, il n'est pas décousu, donc c'est quand même... Mais l'épaisseur de la toile, c'est parce que, tu vois, celle-là doit dater, d'après le modèle, doit dater de 1916. OK.
Les premiers modèles étaient avec une ganse unique en arrière. Avec une bandoulière. Avec une bandoulière. OK. Celle-ci, c'est parce que les gens, en 1916-17, on a souvent déplacé les forces armées d'un champ de bataille à l'autre. OK. Surtout les Français, les Britanniques. Fait que les gens avaient besoin de leur sac à dos. Superbe. Je pense que c'est tout ce qui complète en fait l'émission. Un gros merci à M. Guy Toupin pour cette présence et en fait des descriptions un peu à chaud de tous les objets qu'on a pu apporter. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.